Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'anatomie de la ceinture scapulaire. Les objectifs de ce cours sont caractérisés par la définition de l'articulation de l'épaule, donc il faut définir l'articulation de l'épaule et de la fosse axillaire, de citer les muscles de l'articulation de l'épaule, leur origine, leur terminaison, l'innervation ainsi que leur fonction, de décrire les parois de la fosse axillaire, ainsi d'identifier son contenu. Le complexe articulaire de l'épaule est formé de 5 articulations, 3 vraies articulations et 2 espaces de glissement. Nous avons l'articulation scapulo-humérale, acromioclaviculaire, sternocostoclaviculaire et 2 espaces de glissement, l'espace scapulothoracique et l'espace sous-acromial. Les différentes pièces osseuses qui interviennent dans la formation de cette articulation sont représentées 1 par la clavicule, 2 par la scapula et 3 par l'extrémité proximale de l'humérus. La clavicule, comme vous le savez, c'est un os long qui présente 2 extrémités, 2 faces, une supérieure qui est lisse, qui donne insertion au muscle trapèze et au muscle deltoïde, une face inférieure rugueuse qui présente des tubercules, notamment les tubercules d'insertion des ligaments conoïdes et du ligament trapézoïde, les muscles deltoïdes et le muscle trapézoïde, ainsi qu'au niveau de la face inférieure, essentiellement le muscle infraclaviculaire. La scapula, elle a la forme d'un triangle qui présente 2 faces, une face antérieure qui est lisse concave en avant, avec l'insertion du muscle subscapularis. Une face postérieure, elle est subdivisée en 2 par l'épine de la scapula. Nous avons la fosse supraépineuse qui donne insertion au muscle supraspinatus et la face inférieure, donc la fosse infraépineuse qui donne insertion au muscle infraspinatus. Nous avons, à côté donc, de ces faces, nous avons 3 bords. Le bord spinal qui donne insertion au muscle serratus antérieur, c'est l'anciennement décrit comme le muscle dentelé antérieur. Nous avons le bord latéral qui est le pilier de la scapula qui donne insertion au muscle teres minor, teres major et le latissimus dorsi. On voit ici aussi au niveau de la partie inférieure de la cavité glénoïde, nous avons le tubercule infraglénoïdien pour l'insertion du tendon lambiceps. Toujours au niveau de la face postérieure, nous avons l'épine de la scapula avec ces 2 insertions musculaires du trapèze en haut et le deltoïde en bas. Le bord supérieur, donc, qui se termine au niveau donc, de l'échancrure coracoïdienne, et elle présente aussi 3 angles, l'angle supéro-médial, l'angle inférieur et l'angle supéro-latéral, qui est le plus intéressant à décrire. Il présente à décrire la cavité glénoïde. La cavité glénoïde qui est piriforme et qui reçoit la tête humérale, donc pour constituer l'articulation gléno-humérale. Au niveau toujours de cet angle, donc au niveau de la base de la partie en dedans de la cavité glénoïde, nous avons le col de la scapula. Donc voici ici le col de la scapula. Cette cavité glénoïde, elle va être surplantée par l'apophyse coracoïde. Donc l'apophyse coracoïde qui a la forme d'un crochet à base inférieure qui se termine donc au niveau donc, de la pointe de cette apophyse coracoïde, donnant l'insertion au muscle coraco-biceps. Donc le coraco-brachial est le chef court du biceps brachii. Un petit peu plus en dedans, nous avons l'insertion du muscle teres minor. Et on voit ici en vert, au niveau de l'apophyse coracoïde, l'insertion des ligaments conoïdes et trapézoïdes
qui vont réunir cette apophyse coracoïde à la clavicule. Au pied de l'apophyse coracoïde, nous avons l'échancrure coracoïdienne. Cette échancrure, elle va être fermée en haut par le ligament transverse et elle va livrer passage au nerf suprascapulaire. L'artère, elle passe en dehors donc de cette échancrure. Concernant l'extrémité proximale de l'humérus, donc comme on le voit, c'est une forme, elle a une forme de tiers d'une sphère qui est cartilagineuse et qui est limitée en dehors par le col anatomique qui va la séparer des tuberosités, donc du massif tuberositaire. Donc ici, on a le col anatomique et en pointillé, nous avons l'insertion de la capsule articulaire. Alors, selon la vue antérieure, nous voyons ici le tubercule mineur essentiellement qui va donner insertion au muscle subscapulaire. Entre le tubercule mineur et le tubercule majeur, donc qui est plus latéral, postérolatéral, nous avons la gouttière bicipitale qui va donner insertion au tendon du lent biceps. On voit ici la berge latérale de la gouttière bicipitale qui va donner insertion donc, pour la berge. Donc on a la coulisse bicipitale avec ces deux berges. Nous avons la berge latérale qui va donner insertion au pectoralis majeur et la berge médiale qui va donner insertion aux deux muscles, le grand rang ou le latissimus, le grand rang et le latissimus dorsi. Pardon. Donc, si je récapitule, nous avons l'extrémité supérieure de l'humérus avec les deux massifs tuberositaires, avec la gouttière bicipitale, le tubercule mineur qui va donner insertion subscapularis et le tubercule majeur, donc en dehors, qui va donner insertion au muscle supraspinatus, infraspinatus et teres minor. Voilà donc une vue d'en haut de l'articulation de la ceinture scapulaire. Donc nous avons la scapula, la clavicule et le sternum. Donc l'articulation, les différentes articulations qu'on voit ici, l'articulation acromioclaviculaire, la gléno-humérale, l'espace de glissement entre le thorax et la scapula, donc c'est l'articulation scapulothoracique, l'articulation sterno-costoclaviculaire et l'articulation acromio-claviculaire, donc, ou sous-acromiale, c'est un espace de glissement entre l'acromion et la tête humérale séparée par le muscle deltoïde. Alors nous voyons ici l'articulation gléno-humérale, donc vous voyez l'aspect de la tête humérale qui représente le tiers d'une sphère, donc qui est beaucoup plus large par rapport à la cavité glénoïde, et donc ça donne cette inadéquation qui va rendre cette articulation instable et qui va être sujette le plus fréquemment à des luxations. La luxation qui va se définir par la perte de contact permanente et totale entre la tête humérale et la cavité glénoïde. Le plus souvent, la tête, elle se luxe en avant et vient se loger sous l'apophyse coracoïde. Donc ce sont les luxations antéro-internes sous-coracoïdiennes les plus fréquentes. Nous avons aussi donc les moyens qui vont unir cette articulation, qui sont représentés par la capsule articulaire qui est tapissée au fond par la synoviale et par des ligaments passifs qui vont réunir la cavité glénoïde à la tête humérale par donc des ligaments, notamment le ligament coraco-huméral, donc en haut, le 8, le 12 c'est le gléno-huméral supérieur, le 11 c'est le gléno-huméral supérieur, le 12 c'est le gléno-huméral moyen et le 13 c'est le gléno-huméral inférieur. Donc vous voyez ici un petit espace, donc c'est une zone de fragilité entre le bord inférieur du ligament gléno-huméral supérieur et le bord supérieur du ligament gléno-huméral moyen, qui va laisser échapper la tête lors des traumatismes de l'épaule et permettant ainsi la luxation de l'épaule. Donc c'est une zone de moindre résistance. Alors, nous voyons ici aussi les moyens d'union qui vont réunir l'articulation acromio
claviculaires qui sont représentés par le ligament acromioclaviculaire, donc le 1. Nous avons aussi le ligament acromiocoracoïdien, le 7, et le ligament entre la clavicule et l'apophyse coracoïde. Donc ce sont les ligaments coracoclaviculaires, notamment les deux ligaments, le ligament conoïde antérieur, c'est-à-dire le antérolatéral, et le ligament trapézoïde postéro-médial. Donc on voit ici l'échancrure coracoïdienne avec le nerf suprascapulaire qui passe dans l'échancrure séparée de l'artère. Donc voilà, une vue postérieure de l'articulation acromioclaviculaire qui est une arthrodie avec des surfaces planes et qui ne permet que des mouvements de glissement. L'articulation sternocostoclaviculaire, donc entre la clavicule, le sternum, ainsi que la première côte qui vont être réunies par le ligament costoclaviculaire, le ligament le ligament sternoclaviculaire et le ligament costoclaviculaire. La ceinture scapulaire est entourée par un nombre important de muscles qui sont regroupés en 4 groupes. On a le groupe antérieur, le groupe le groupe postérieur, le groupe latéral et le groupe médial. Donc médial par rapport bien sûr à l'articulation. Le groupe musculaire antérieur est formé par 3 muscles qui se divise en 2 plans. On a un plan profond représenté par le muscle subclavier qu'on voit ici, le muscle pectoralis minor et le muscle pectoralis major dans le plan superficiel. Donc on voit ici les 2 muscles, donc c'est une coupe cadavérique. Après élimination, après élimination du groupe antérieur, nous avons le pectoralis minor avec le subclavier, après avoir éliminé le pectoralis major. Ensuite, nous avons le pectoralis major qu'on voit ici avec ses 3 chefs, le chef claviculaire, le chef sterno-chondrocostal et le chef droit de l'abdomen. Donc c'est un muscle adducteur et fléchisseur ainsi que essentiellement rotateur du bras. Le groupe musculaire postérieur est représenté par les muscles qui vont entourer la tête humérale, donc qui vont coiffer la tête humérale. Notamment, nous avons le subscapularis, l'infraépineux, le supraépineux, le teres major et le teres minor. Nous avons aussi le latissimus dorsi, le trapèze, le petit et le grand rhomboïde et l'élévateur de la scapula. Alors, le muscle le plus antérieur de ce groupe postérieur est représenté par le muscle subscapularis qui va de la fosse suprascapulaire jusqu'au niveau donc du troquin ou du tubercule mineur. C'est un rotateur médial de l'humérus et il est innervé par le nerf axillaire. Donc, le reste de ces groupes sont représentés par le muscle supraspinatus, le muscle infraspinatus, le teres minor, le teres major, le latissimus dorsi, le trapèze, le grand rhomboïde, le petit rhomboïde et enfin l'élévateur de la scapula. Donc on voit ici que le muscle supra-épineux, infraépineux et le teres minor sont insérés au niveau du tubercule majeur. Donc ce sont des muscles qui sont rotateurs latéral de l'épaule, ils permettent la rotation externe. Le teres minor ainsi que le latissimus dorsi sont des muscles qui permettent donc la rotation médiale. Nous avons donc un tableau qui va récapituler les différentes zones d'insertion ainsi que la fonction de ces muscles de la loge postérieure. Nous avons les muscles élévateurs essentiellement donc de l'épaule, sont représentés par le trapèze, le petit rhomboïde, le grand rhomboïde et l'élévateur de la scapula. Donc nous voyons une vue postérieure de l'épaule avec les différents muscles. Donc ici en superficie le trapèze, le latissimus dorsi,
l'infraspinatus et le teres major. Après donc avoir retiré le trapèze, on voit donc un petit peu le plan plus profond, le supraspinatus, l'infraspinatus, l'élévateur de la scapula, le petit rhomboïde, le grand rhomboïde sur le bord spinal de la scapula. Nous voyons ici le teres minor, le teres major et le latissimus dorsi. Donc une coupe un petit peu plus profonde qui montre les muscles profonds qui vont aller vers l'extrémité proximale de l'humérus, notamment le pectoralis major et le latissimus dorsi. Alors le groupe médial est représenté par le serratus antérieur ou le grand dentelé, donc on voit ici au niveau médial, qui va se prendre naissance au niveau du bord spinal de la scapula ou inversement au niveau des 10 premières côtes vers le bord spinal de la capsula, c'est un antépulseur de l'épaule. Le groupe musculaire externe, représenté par le groupe deltoïde, le muscle deltoïde, qui présente 3 chefs. Donc nous avons le chef postérieur au niveau de l'épine de la scapula, le chef moyen représenté par l'acromion, son insertion acromiale, et le chef antérieur par son insertion claviculaire. Alors ces 3 chefs vont se réunir au niveau du V deltoïdien, donc le tubercule deltoïdien de l'extrémité proximale de l'humérus. Alors, une chose importante au niveau de l'épaule, parce qu'on avait dit que c'est une articulation qui est instable, elle va être maintenue par les ligaments passifs, donc la capsule articulaire, les ligaments passifs, mais aussi elle va être centrée par les muscles de la coiffe des rotateurs qui vont coiffer la tête. Donc on voit ici ces muscles donc, qui vont recouvrir un petit peu, qui vont recouvrir la tête humérale. Nous avons le muscle en avant, le subscapularis, en haut, le tendon du long biceps, le supraépineux, l'infraépineux et le teres minor. Donc ce sont des muscles qui jouent un rôle important dans la stabilisation de l'articulation gléno-humérale. Donc ils permettent le centrage permanent de la tête en regard de la cavité glénoïde, du fait donc son instabilité très importante. Donc après l'articulation de l'épaule, nous allons voir le creux axillaire qui représente une région anatomique très importante parce qu'elle va livrer passage à des éléments vasculo-nerveux destinés à la vascularisation et l'innervation du membre supérieur. Donc le creux axillaire, c'est l'ensemble des parties molles qui sont situées dans l'espace, qui va être compris entre l'articulation scapulo-humérale en dehors et la cage thoracique en dedans. Ce creux axillaire ou cette fosse axillaire, elle est située sous la clavicule, donc par un orifice supérieur qui va faire suite à la fosse supraclaviculaire. Nous avons et qui va être située entre l'articulation scapulo-humérale en dehors, comme on l'avait dit, la scapula en arrière, la paroi thoracique qui va être représentée par les 5 premières côtes en dedans. Elle a une forme pyramidale, quadrangulaire, dont le sommet qui va correspondre à la pointe de l'apophyse coracoïde, donc on peut palper donc, sous la clavicule, et la base au relief, donc ça c'est la base, ça c'est le sommet. Donc la base est représentée par le relief antérieur du bord inférieur du pectoralis majeur en avant et le bord du latissimus dorsi et le teres minor en arrière, ainsi que de lignes horizontales, l'une brachiale et l'autre thoracique. Les parois du creux axillaire sont au nombre de 4, représentées par la paroi antérieure qui correspond aux muscles subclavier, le pectoralis minor et le pectoralis major. Nous avons la paroi scapulaire, donc la paroi postérieure, scapulaire, représentée par le muscle subscapularis, par le teres major et par le latissimus dorsi. Et bien évidemment, un sommet qui va communiquer la fosse supraclaviculaire avec la fosse axillaire et une base qui va
aussi donc faire la continuité vers le canal brachial et qui va laisser passer des éléments vasculo-nerveux qu'on voit ici, assez intéressants à connaître. Donc la paroi antérieure, elle est formée par les muscles antérieurs de l'articulation scapulo-humérale qui sont représentés par le subclavier, le teres minor dans le plan profond, donc on voit ici, avec leurs feuillets qui vont les dédoubler en avant et en arrière, qui vont se réunir puis ensuite dédoubler le teres minor et qui vont descendre vers le creux de l'aisselle pour se réunir vers le ligament suspenseur de l'aisselle et vers les aponevroses clavipectorales au niveau donc de l'aisselle. Et tout ceci vont être recouverts par le muscle pectoralis majeur. La paroi postérieure, elle est formée par trois muscles. Le muscle subclavier, donc on voit ici, le teres major et le latissimus dorsi. Alors la paroi postérieure du creux axillaire ou de la fosse axillaire est intéressante à connaître parce qu'elle va former en arrière entre le petit pectoral ou le petit rang ou le pectoralis minor et le pectoralis major et l'extrémité proximale de l'humérus vont former un triangle. C'est ce triangle qui va être divisé en deux par le tendon du lent triceps. Alors, il va diviser donc ces deux parties en quadrilatère de Velpeau qui va permettre le passage du nerf axillaire et de l'artère circonflexe postérieure et un triangle latéral qui va laisser donner passage à l'artère circonflexe postérieure de la scapula. Entre les deux chefs du triceps et le bord inférieur du pectoralis majeur, nous avons le passage du nerf radial ainsi que de l'artère humérale profonde ou l'artère brachiale profonde. Donc c'est assez intéressant à connaître. La paroi médiale, donc elle est formée par le muscle dentelé ou le muscle serratus antérieur. La paroi latérale, elle est formée par deux muscles, le muscle courbiceps et le muscle coraco-brachial qui va prendre naissance au niveau de l'apophyse coracoïde et se terminer au niveau du bord médial de l'extrémité proximale de l'humérus. Alors, le sommet de la fosse axillaire, c'est un orifice, comme je l'avais dit, il est ostéofibreux. Il est situé entre la clavicule en avant et la première côte. La base, elle est formée par la ponévrose inférieure du creux axillaire, qui n'est que la continuité donc de ces feuillets qui regroupent donc la partie qui se réunit avec la partie inférieure, le feuillet de la partie inférieure du pectoralis majeur, donc l'aponévrose du pectoralis majeur et l'aponévrose du teres minor et le latissimus dorsi. Elle est aussi perforée pour laisser passer les éléments vasculo-nerveux qui représentent le contenu du creux axillaire. Alors ce contenu est représenté par l'artère axillaire, la veine axillaire et les branches terminales du plexus brachial, sans oublier bien sûr les ganglions lymphatiques. Alors concernant l'artère axillaire, elle est située juste en dessous du milieu de la clavicule et elle fait suite à l'artère sous-clavière. Alors, elle a un trajet qui est oblique en bas et en dehors, et elle est accompagnée par la veine axillaire en dedans. Donc, sa veine, elle l'accompagne, donc on n'a qu'une seule veine axillaire. Elle se termine au bord inférieur du pectoralis majeur. L'artère axillaire, elle va donner des branches collatérales qui sont au nombre de 6. Nous avons la thoracique supérieure, l'acromio-thoracique, c'est la 2. Nous avons la mammaire externe, la 3. L'artère circonflexe, l'artère scapulaire inférieure, pardon, c'est la 4. Et l'artère circonflexe antérieure et postérieure sont représentées par donc, les artères 5 et 6.
Donc voilà une vue donc de l'ensemble de l'artère axillaire avec ses branches collatérales. La veine axillaire, donc comme j'avais dit, elle accompagne l'artère axillaire en dedans et son origine, c'est la continuité avec la veine brachiale au-dessous du bord inférieur du pectoralis majeur et elle va se terminer au niveau de la moitié de la clavicule. Le plexus brachial, donc c'est les éléments nerveux qui vont accompagner l'artère, donc ils vont l'entourer. Nous avons donc les branches terminales essentiellement représentées par le nerf médian qui est en avant de l'artère, donc avec ses deux faisceaux, le nerf ulnaire qui est en dedans de l'artère, donc qui est situé entre l'artère et la veine axillaire. Nous avons le nerf radio-circonflexe, donc le nerf radial qui est postérieur, accompagné du nerf axillaire. Et un petit peu plus en dehors, nous avons le nerf musculo-cutané. Les lymphatiques du creux axillaire ou de la fosse axillaire sont répartis en 5 groupes. Ils vont drainer l'ensemble de la circulation lymphatique du membre supérieur, une partie de la paroi thoracique et une partie abdominale, mais surtout de la glande mammaire. Ils sont représentés par le groupe mammaire externe, d'accord, le groupe brachial, donc mammaire externe, le groupe brachial, ainsi que scapulaire, donc en arrière, qui vont confluer, donc on voit ici, vers le groupe intermédiaire avant donc d'aller se drainer vers le groupe sous-clavier. Donc l'ensemble de ces lymphatiques se manifestent pathologiquement par des adénopathies qu'on peut palper au niveau du creux axillaire, qui peut être secondaire soit à un processus tumoral, notamment celui de la glande mammaire, soit à une infection qui peut siéger au niveau du membre supérieur et qui va former donc une adénite avec la palpation d'une adénopathie qui va être douloureuse, chaude et augmentée de volume. Donc l'intérêt donc de l'étude de ce creux axillaire avec son contenu qui est assez intéressant et qui va entraîner donc la continuité de la fosse axillaire avec le canal brachial. Je vous remercie.